cadre d'une exposition intitulée « Saint-Antoine de Tilly, un village et son fleuve », on ne peut pas passer sous silence un événement qui s'est déroulé ici, qui était très important. Les villageois de Saint-Antoine de Tilly ont vécu un moment très intense dans l'histoire, au moment de la guerre de la conquête. Tout le monde se souvient que la guerre de la conquête, ça a été la bataille des plaines d'Abraham entre Wolfe et Montcalm. Mais pour comprendre comment Saint-Antoine de Tilly a eu un rôle à jouer dans ça, il faut aller un peu plus loin. Il faut parler de Wolfe quand il est arrivé et de sa grande frustration. Parce que quand il est arrivé, Montcalm avait pris tous ces gens qui habitaient l'île d'Orléans, l'île aux Coudes, et leur avait demandé de se rendre à Québec. Il avait rappelé tout son monde à Québec. Et donc, Wolfe a été capable, quand il est arrivé avec ses frégates sur le fleuve, ces frégates imposantes avec des canons, a pu débarquer à l'île d'Orléans parce qu'il n'y avait personne sur l'île d'Orléans. Puis il a pu aussi s'installer à Pointe-Lévis, juste en face de la citadelle de Québec, d'où il pouvait la canonner puis la bombarder à volonté. Mais ça ne lui donnait pas la possibilité de débarquer sur la rive nord. Et c'est là qu'il voulait aller puisqu'il voulait prendre Québec. Alors, il essayait de se déplacer sur le fleuve entre la côte de Beaupré et Donnacona, de ce côté-ci. Et c'était un va-et-vient sans cesse qui obligeait les troupes à courir sur la grève pour défendre chacun des endroits qu'ils pouvaient attaquer. Alors, ça épuisait les forces armées françaises et ça les dispersait aussi, ce qui l'a aidé beaucoup quand il a décidé d'attaquer sur les plaines d'Abraham. Mais pour comprendre le tout, il faut se rappeler que Bougainville, qui était le chef des armées françaises, il y avait 1400 soldats ici à Neuville, juste en face de Saint-Antoine de Tilly. C'était son campement. Alors, Wolfe a envoyé Murray avec ses frégates pour s'installer dans la baie de Saint-Antoine, juste en face, pour être capable de le guetter, pour être capable aussi de partir et de l'attaquer quand il décidait. Alors, Murray est arrivé avec ses troupes autour du 10 août et il est descendu ici dans ce qu'on appelle aujourd'hui les fonds de Saint-Antoine. Et il a installé son campement sur la grève et sur les terres un peu plus profondément, avec entre la rivière Bourrette, qui s'appelait la rivière à la Tortue à l'époque, et la rivière Méthode de l'autre côté. Donc, il a installé son camp là où aujourd'hui on a nos maisons, sur la rue de la Promenade et sur la route 132. Et ce qu'il a fait d'extraordinaire, qui mérite d'être raconté, c'est qu'il a installé à mi-falaise, dans la falaise juste derrière, à mi-hauteur de la falaise, il a fait faire 3 platons qui ont reçu chacun un canon. Il a positionné ces canons à un endroit où ils pouvaient tirer assez loin et ces endroits-là, je les ai retrouvés et je les ai tournés. Le premier platon, celui auquel j'ai donné le numéro 1, il est en face du petit parc municipal de Saint-Antoine de Tilly, là où on peut voir les oies au printemps, là où on peut observer les oiseaux, etc. Alors, il est juste là, à mi-falaise, et juste à une bonne hauteur pour apercevoir le clocher de l'église de Neuville, de l'autre côté. À l'autre bout, derrière l'atelier de Michel Picard, le petit atelier bleu sur la route 132, à même hauteur, il y a un autre platon qui est là et qui est le troisième, je pourrais dire. Le deuxième, lui, est situé entre ces deux-là, en face d'une maison qui a pour adresse, je crois, le 45-52, en tout cas, il faudrait vérifier, sur la route 132. Alors, Murray s'est installé donc dans les fonds de Saint-Antoine
avec son campement, dont on a un plan d'ailleurs, un plan plus ou moins flou, mais qui montre qu'il était vraiment installé entre les deux rivières. Et quand les gens l'ont vu là, ils sont venus pour le repousser. Il y a eu 150 Canadiens et une cinquantaine d'Amérindiens qui ont fait feu sur les hommes de Murray, et plusieurs d'entre eux ont été blessés ou tués. Murray n'a pas perdu un homme cette fois-là, et donc ils se sont enfuis dans les bois, ils sont partis plus loin dans les terres pour aller se cacher. Murray a monté sur la falaise avec ses hommes et il s'est installé dans l'église qui était désertée. Et autour de l'église, sur les terres environnantes, il y avait ses 2000 soldats. Et ils ont placardé sur la porte de l'église un avis de Wolfe qui disait aux gens: si vous résistez, si vous voulez vous battre avec nous, si vous voulez tirer sur nos hommes, on va être vraiment sans pitié pour vous, on va tout brûler, on va tout raser, comme on l'a fait depuis Kamouraska jusqu'ici. Parce que il faut dire que Wolfe, avec Gorham et Scott, avait brûlé toutes les fermes, les maisons, les bateaux qu'ils trouvaient. Ils prenaient ils brûlaient les récoltes, ils se saisissaient des bêtes de ferme, ils les embarquaient sur des bateaux. Alors ils disaient: on va faire la même chose avec vous autres ici, si vous résistez. Alors effectivement, la veille, ils avaient tiré sur les hommes de Murray, et il y en a d'autres qui ont continué. Alors, le 12 août, il y a eu un nommé Dalling, le major Dalling, qui a été chargé par Murray de prendre 400 hommes et de rentrer dans les terres pour aller combattre et déloger les Canadiens qui s'étaient enfuis et cachés dans ce coin-là. Alors, il y a eu une bataille assez importante qui a eu lieu dans le rang Boisclair, semble-t-il. Aujourd'hui, on appelle ça le rang Boisclair. Et les Canadiens et les Amérindiens ont fait feu à nouveau sur les Britanniques et ils ont tué leur capitaine et 4 de leurs hommes. Et comme ils les ont pourchassés après coup, les Britanniques ont laissé sur place leurs morts. Et on a un témoignage assez intéressant d'une personne de Saint-Antoine ici que vous connaissez tous sans doute, les gens de la place. C'est M. Gingras qui nous raconte comment son arrière-grand-père avait vu les combats et il savait où étaient enterrés les gens, les Britanniques, les Anglais qui avaient été tués. Oui, mon petit garçon, on va te conter une affaire que plus tard, tu vas grandir, toi là. Tu vas avoir, comme les autres, tu vas avoir des enfants. Puis tu leur diras ça un petit peu plus tard. Vois-tu ici, là, il a levé sa pipe. Vois-tu, là, les petits pommiers que tu vois, là, c'était là. Il les voyait. Puis il était encore là, les petits pommiers, dans ce temps-là. Il y avait eu une bataille ici, mon petit garçon. Il y a eu une guerre ici. Ça s'est battu, puis ça a été... Ils ont été enterrés là, chez nous, en haut. Puis là, pour un signe de deuil, ils ont planté des petits pommiers. Pour un signe de deuil. Puis une broche barbelée qui faisait le tour de ça. Puis vous voyez bien encore les petits pommiers. Ça dure longtemps, un pommier, hein? Il avait profité, bien entendu, mais seulement que... Puis ça a resté. J'ai décompté à plusieurs, cette affaire-là. Puis il n'y a pas... C'était vrai. C'était-tu les Anglais ou les Québécois qui étaient enterrés? Les Anglais, le bataille qu'il y a eu, ça a monté par la grippe. Ben, c'était en 1760, c'est ça que je vous disais. Là, c'est dans la conquête. Oui, c'est ça. Fait que lui, ça devait être son père qui avait raconté ça. Mon père, mon grand-père, il m'a raconté ça, là. Mais lui, ça devait être son père. Son père. Ah, oui. Ben oui, dans ce temps-là. Il y a le grand-père d'André Bédard qui nous raconte, lui, que son grand-père, à lui, avait fui
par la rivière, se cacher dans les terres quand Murray est arrivé. Donc, c'est d'autres témoignages qu'on a. Probablement que son grand-père parle de son arrière-grand-père ou de son grand-père à lui, mais il avait fui par la rivière, ce qui fait beaucoup de sens, et il était monté dans les terres. Quand les gens se sont enfuis comme ça dans les terres, dans les forêts, évidemment pour éviter de se faire brûler, de se faire tuer, parce que là, à ce moment-là, Murray a décidé de faire incendier tout Saint-Antoine de Tilly. Il a mis le feu à la falaise, il a mis le feu aux maisons, aux fermes du village. Les animaux ont été saisis et envoyés à Pointe-Lévis, et les récoltes aussi ont été brûlées, de telle sorte que les femmes et les enfants, tout comme les hommes, ont dû s'enfuir en forêt pour se cacher. Évidemment, ils n'avaient pas eu le temps d'apporter rien pour se nourrir, donc ils ont été obligés de vivre du peu qu'ils pouvaient trouver en chassant, en pêchant, et pendant des mois et des mois. Imaginez tous ces gens-là pris dans cette misère-là. Il semblerait que on n'avait même pas moyen de se faire du pain, donc on mangeait la farine avec de l'eau. Et les gens étaient mangés par les mouches, ils étaient dans le bois, et c'était tout un peuple amaigri. Ils ont dû rester assez longtemps après que les Anglais étaient partis, parce que il n'y avait pas encore, la fin de la guerre n'avait pas sonné encore. Alors, c'est la grande histoire qu'on a vécue ici à Saint-Antoine-de-Tilly, et qui méritait d'être raconté, parce que dans un village et son fleuve, il y a aussi des événements qui ne sont pas toujours les plus intéressants, des événements durs à vivre, et celui-là est un événement mémorable qui rattache Saint-Antoine-de-Tilly à l'une des plus grandes histoires qui s'est déroulée au Québec. C'était la bataille qui a mis fin à la Nouvelle-France en Amérique.